Ok, alors on va passer à la seconde partie du cours. On va présenter c'est quoi Docker. On va regarder simplement d'où ça vient, rapidement comment ça s'installe, et après on fera une série de premières commandes pour expliquer quel concept de base de Docker. Alors à l'origine, c'est un mécanisme qui s'appelle jail sur FreeBSD. Donc FreeBSD est une alternative de Linux qui venait du monde du BSD, qui a proposé les premières bases de ce qu'on appelle les mécanismes d'isolation de processus. Au fur et à mesure, des nouvelles choses sont arrivées, et notamment c'est Linux vServer qui a fait des premières propositions sérieuses d'isolation de processus. Ça s'est révélé assez... Ça a surtout montré que c'était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient à l'intérieur du noyau. Donc le vServer a essayé de prendre une approche de dire on va essayer de créer une modification minimale du noyau Linux pour supporter les conteneurs. Et bon, ça n'a pas vraiment marché. Donc il y a eu plein de choses qui sont arrivées après ces groupes, et le premier démarrage sérieux de tout ce qui est cette isolation de process, c'est LXC. Donc c'est un peu le moyen d'avoir des VM, mais sans utiliser les mécanismes de virtualisation, juste en utilisant les mécanismes que je vous ai montrés avant. Alors pourquoi je parle de ça? C'est assez important parce que dans le cours, je vais essayer de différencier une approche OS versus une approche conteneur. LXC est une approche OS. Ça veut dire que vous allez créer un système d'exploitation à l'intérieur de votre système d'exploitation. Tous les processus de ce nouveau système d'exploitation créé à l'intérieur de votre système d'exploitation vont être isolés avec des namespaces, des chroot, etc. Mais c'est une approche OS. C'est un OS complet qui est installé. Si vous voulez faire tourner plusieurs OS à l'intérieur, ben vous créez plusieurs de ces LXC, de ces Linux conteneurs. La vraie révolution, c'est arrivé avec Docker, et le premier pas a été .cloud, qui a vraiment posé l'idée de on ne pense pas OS, mais on pense conteneur. Et ça change beaucoup de choses. Alors à la base, un démon Docker, c'est un démon et un client. Ça veut dire que vous avez un démon. Ce démon a juste pour charge de démarrer des process avec certains namespaces, etc. Donc c'est juste un programme qui tourne à l'intérieur de votre OS, et selon les commandes qu'il reçoit, va envoyer des system calls, des appels système au noyau Linux pour dire s'il te plaît, démarre-moi ce processus dans ce namespace avec ce cgroup, etc., etc., etc. Tous les mécanismes qu'on a vus auparavant. Et si les uns de ces processus s'arrêtent, il doit être capable de le savoir. Son rôle, c'est juste ça. Et on a un client, c'est celui avec lequel vous interagir. Un client envoie des commandes au démon Docker. Alors il est installable sur plein de systèmes d'exploitation. Alors Docker, c'est plutôt à la fin du cours, il y a une histoire compliquée, puisqu'ils ont tenté d'essayer, ils ont été à un moment les rois du marché sur le conteneur, et depuis l'arrivée de Kubernetes notamment, ils ont perdu beaucoup de force. Nous, on va utiliser les produits Docker, mais il faut savoir que les conteneurs aujourd'hui, c'est pas forcément seulement Docker. Une autre chose, c'est qu'il existait auparavant deux communautés édition, la Docker CE et la Docker Entreprise Édition. Aujourd'hui, nous, on va gérer que la partie communauté édition, qui est la partie open source et gratuite. Alors, pour commencer, on va faire juste cette première commande. Vous allez faire un docker run hello world. Le système va faire quoi? Docker va, on va le voir plus tard, regarder dans son cache d'image Docker si il connaît cette image. Il va à ce moment-là dire ok, est-ce que je la connais ou pas? A priori, c'est la première fois que vous les exécutez, il la connaît pas. Donc il va aller la chercher sur un endroit qui s'appelle hubdocker.com. Là, vous trouvez le lien qui vous permettra d'avoir des informations sur cette image. Et ensuite, va exécuter ce conteneur. Ou plus exactement, ce conteneur contient un ensemble de fichiers, et la commande ici va chercher le point d'entrée de cette image et l'exécuter. Si on fait juste après l'exécution de cette commande un docker image hello world, on verra que on a chargé du repository hello world avec le tag latest
une image de 1,84 kilobits qui a été créée. Ça veut dire que cette image a été créée, celle que vous venez de charger, il y a plus de 10 mois. Alors, il est possible que les informations aient changé par rapport à l'époque où j'ai fait ce test. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de revoir. Comme vous pouvez le voir dans le schéma ici, vous êtes le client Docker. Vous tapez la commande Docker run Hello World. Celle-ci est donc envoyée à Docker D. Docker D va dire tu veux exécuter l'image qui s'appelle Hello World, mais est-ce que je la connais? Ok, je vais regarder dans mon cache local d'image. Je la vois pas. Ok, à ce moment-là, je vais la charger sur Internet, sur le hub Docker. Et une fois que je l'ai chargée, je vais la stocker ici. Maintenant, je la connais. Ça veut dire que quand je ferai un Docker run Hello World, un deuxième Docker run Hello World, le système dira ah bah c'est bon, elle est dans mon cache. Et ensuite, elle cherche le point d'entrée dans l'image et l'exécute. Alors une image Docker c'est quoi? C'est un ensemble de fichiers, mais je parle plus de la façon dont c'est nommé. Elle possède un ID unique, il ne peut pas avoir normalement deux images différentes qui ont le même ID. Il est généré à partir d'une méthode de hash. Il possède un repository, donc là nous on vient d'utiliser Hello World, mais ce repository ça peut être aussi un repository d'un utilisateur à l'intérieur du hub Docker. À ce moment-là elle va être nommée comme ça, avec un slash. Le nom de l'utilisateur slash le nom du repository attaché à cet utilisateur. Ou alors on n'est pas forcément obligé d'utiliser ce repository. Donc on pourrait taper ici, je vais chez Google, le repository de Google, je vais dans le répertoire du projet Google Container et je vais chercher l'image qui s'appelle Alpine with Bash. Donc on a un repository qui peut être nommé de trois façons et on a aussi un tag. Alors un tag ça permet de nommer des images pour dire ça représente la même chose, l'image Hello World, mais il y en a certaines qui sont prévues pour qui datent d'anciennes versions. Par exemple, vous pourrez avoir un tag version 1, version 2, version 3. Vous avez un tag par défaut qui est automatiquement généré, c'est le latest. Le tag latest signifie c'est la dernière image qui a été envoyée par la personne. Alors en général, il faut mieux pas utiliser latest. On va l'utiliser nous, mais dès que vous commencez à entrer dans des problèmes de pipeline, latest est un tag qui bouge. Parce que si c'est une nouvelle version, le latest ne va pas pointer sur la version 2, mais par exemple sur la version 3. Ça veut dire que si vous utilisez latest, ben d'un coup vous changez de version au moment où vous faites juste un pull d'une image que vous pensez qui n'a pas changé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les images Docker à l'origine ne fonctionnaient que sous Linux. Mais depuis peu aujourd'hui, elles peuvent s'exécuter, certaines images sont Windows et s'exécutent au-dessus d'un Windows. Donc ça c'est un manifeste interne. Alors le seul défaut de ça, c'est qu'en général, quand vous chargez une image Windows, le système, quand vous la chargez, le système ne peut pas le savoir tout de suite. Il est obligé de la charger, de lire le manifeste et de dire « Ah désolé, je ne peux pas la charger ». Alors par exemple ici, j'essaye de charger, d'exécuter plusieurs images qui viennent de ce repository avec un tag différent. Ça veut dire que ces deux-là peuvent représenter une image différente ou non. Pourquoi? Parce qu'une image unique avec le même ID peut avoir plusieurs tags. Vous pouvez par exemple avoir une image qui a la version 3 et le tag latest. C'est normal, c'est la version 3 et c'est comme c'est la dernière version, latest pointe au-dessus sur cette image. Vous pouvez le voir quand vous listez les images. Par exemple, ici, je demande à lister toutes les images Hello World. Alors ici, il va échouer sur votre système, normalement, si vous travaillez sur Linux, parce que le système vous dira « Attends, ça, c'est une image pour Windows. » Et ici, quand je fais un Run Hello World, le système va vous dire « Il y a deux images qui s'appellent Hello World, qui ont un tag différent. » Mais comme l'image ID est identique, ce sont les deux tags qui pointent sur la même image. Dans le cache, c'est vraiment la même image. C'est pas un duplicata, c'est vraiment, ils pointent tous les deux sur la même portion, la même information. Donc, on a une image, qui a donc une image ID unique, mais on peut avoir plusieurs noms et tags pointant dessus. Par exemple, cette image avec cette image ID unique, ben elle peut parler de helloworld.latest, ça peut être la helloworld.linux, on vient de le voir avant, mais je peux très bien avoir récupéré cette image et la stocker sur mon compte Jupyter Hub.
Donc par exemple, je crée un compte avec le nom Cartoche, je crée une image, un repository avec ce nom, et je dis bah, stocke l'image ici. Les trois entrées ici auront le même image ID, simplement elles ne sont pas nommées de la même façon et éventuellement elles ne sont pas stockées au même endroit. Et là c'est le même exemple avec un repository chez Google. Ici, moi ce que je vous propose de tester, c'est de voir comment charger des images Docker par tag. Donc, vous pouvez utiliser la commande Docker Pull et je vous demande de tenter de charger l'image par défaut et de charger toute cette image et de me dire, pour cette image ID, quel tag est là. Ça veut dire qu'ici, ces tags ici, il y aura probablement certaines images qui auront des images qui ont le même image ID, mais qui ont un tag différent. Alors une fois qu'on démarre, qu'est-ce qui se passe? Quand on démarre notre Hello World, par défaut, il nous affiche ce message Hello World. Mais vous pouvez très bien dire, non, moi je ne désire pas démarrer Hello World. Par exemple, là je vais démarrer une image qui s'appelle Ubuntu, qui représente le contenu minimaliste d'une distribution Ubuntu. Et par défaut, si je la lance sans paramètres, contrairement à Hello World où elle affiche un message, par défaut, elle démarre un shell. Donc elle démarre le conteneur et démarre un shell à l'intérieur, un bin bash. Simplement, par défaut, les conteneurs ne donnent pas de TTY. Ça veut dire la possibilité que le terminal soit connecté au shell. Donc on est obligé de passer des paramètres. Ici, -t, -i, pour être sûr que le shell apparaît bien. Sinon, votre conteneur s'arrête tout de suite. Alors par défaut, l'image Ubuntu qu'on vient de charger, elle a été conçue il y a peut-être 1, 2, il y a 30 secondes ou il y a 10 mois. C'est l'image officielle Ubuntu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes. Ça veut dire qu'elle peut éventuellement, il y a peut-être nécessité qu'elles doivent être mises à jour. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'en général, on essaye de créer des images extrêmement légères. Donc par défaut, elles ont vraiment le minimum. Par exemple, elles n'ont pas la liste des fichiers qu'on peut charger. Donc l'idée, vous avez lorsque vous démarrez une image, c'est quelquefois, et on va le voir comment fabriquer une image plus tard, si vous voulez un outil particulier, vous devez être obligé de mettre à jour la machine, de mettre à jour l'image, donc de charger les renseignements, de la mettre à jour et ensuite d'installer l'outil correspondant. Donc maintenant, vous savez comment démarrer une image. Donc au lieu de démarrer une image et d'avoir un shell dessus, je vous propose de démarrer, au lieu de démarrer Ubuntu, je vous propose de démarrer BusyBox. BusyBox et Ubuntu. Et on va voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes variables qui sont disponibles. Donc BusyBox, c'est une distribution basée sur des outils Linux conçus pour le système embarqué. La différence par rapport à une image Ubuntu, c'est qu'elle est beaucoup plus minimaliste. Ça veut dire que les possibilités sont beaucoup plus réduites qu'une Ubuntu classique, parce que c'est conçu pour les systèmes embarqués. Donc vous allez avoir des commandes qui ne vont pas exister, ou les variables d'environnement comme Vorm Export ne vont pas exister de la même façon. C'est bien une image différente, même si tous les deux elles démarrent un shell à l'intérieur d'une distribution Linux. Mais cette distribution Linux est différente. Ici, vous avez un exemple, le cycle de vie du conteneur. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est un Docker Run. Ça veut dire que lorsque vous faites un Docker Run, le système crée puis démarre et votre conteneur démarre dans l'état running. Quand vous démarrez Hello World, si le message affiche le message Hello World et sort naturellement. Et à ce moment-là, en fonction de la politique de redémarrage, on n'a pas encore parlé de ça, le programme va être stoppé et éventuellement détruit. Alors pourquoi je vous parle de cycle de vie? C'est parce que c'est relativement important. Quand un conteneur s'arrête, ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu. Par exemple, on peut aller récupérer les logs ou le redémarrer. On peut poser un conteneur. On peut le tuer de l'extérieur. On peut faire plein de choses. La chose la plus importante que je veux, en passant ce slide, c'est de dire, attention, un conteneur, ce n'est pas un processus qui a été lancé. C'est un processus à l'intérieur du conteneur, et même si ce processus compte, et ce processus tombe, s'arrête, l'état, comment le processus a changé l'intégralité, certains fichiers à l'intérieur du conteneur, il est toujours persistant. Les logs à l'intérieur du
du conteneur ne sont pas perdus tant qu'il n'a pas été détruit. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le processus qui arrête et le conteneur est détruit. Je voulais insister sur ça parce que ça peut paraître un peu ambigu. Donc là pour l'instant, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un processus. On a fait quoi? On a fait un run hello world qui affiche un message. On a fait un run des distributions Ubuntu et BusyBox. Et simplement, en utilisant -t, la sortie standard, quand le shell démarre à l'intérieur de chacune de ces conteneurs, celui-ci est attaché sur notre console, notre TTY. Mais on peut très bien voir un conteneur comme une tâche de fond. Donc on peut lui passer un -d comme paramètre lors du démarrage pour lui dire, eh ben écoute, démarre ce conteneur, ici Alpine 3.8 en arrière-tâche, et à l'intérieur exécute la commande sleep 10. Ça veut dire que le conteneur démarre, puis il va chercher à l'intérieur s'il y a un exécutable qui s'appelle sleep, et va le démarrer en lui passant le paramètre 10. Quand on fait cette commande, le système retourne un très gros numéro. C'est l'identifiant unique du conteneur. Attention, on a parlé d'image ID, l'identifiant de l'image. Donc c'est entre guillemets le code non exécuté. Et un conteneur, c'est le code une fois que l'image est lancée. Pourquoi je parle de ça? Ça veut dire qu'il peut avoir une image et plusieurs conteneurs basés sur son image. Donc, je fais un Docker PS. Docker PS va me dire actuellement, tu as un conteneur ID, c'est un conteneur avec cette ID qui est la même que le début du grand numéro retourné par cette commande lorsqu'on passe -d, a démarré cette image avec cette commande depuis 3 secondes. Et je lui ai donné un nom aléatoire. Il y a une politique de nom qui est donnée aléatoire, qui est basée sur un adjectif et le nom d'une personne connue. Et au bout de quelques secondes, si je fais un Docker PS, le système m'aura complètement fait disparaître mon image. Je suis obligé d'utiliser -a pour dire affiche-moi tous les conteneurs. Et donc on voit bien que ce conteneur qui est démarré sur cette image, avec cette commande, qui a été créée à 12 secondes, le processus qui a été lancé à l'intérieur, qui est donc sleep, s'est arrêté au bout de 10 secondes. Donc j'insiste sur ça, on voit bien que le processus à l'intérieur de ce conteneur s'est arrêté, mais le conteneur n'est pas détruit. Il est toujours là dans le système. Par défaut, on peut donner des noms. Ce qui peut être très sympa, c'est de donner des noms plus explicites que ceux générés par Docker. Donc je rappelle la politique, vous pouvez voir ici Wizardly Turing, Mystifying Hertz, Turing et Hertz étant deux grands scientifiques, et on leur ajoute un adjectif. Vous pouvez regarder le code sur le net, c'est très rigolo comment ils génèrent ces noms. Et là je peux utiliser le paramètre -n pour dire bah non, au lieu de faire ça, je vais l'appeler Trululu. Donc j'exécute l'image Hello World, le système va appeler cette commande, ça s'est bien arrêté, et le nom de l'image est bien Trululu. Là, on garde à chaque fois le conteneur. Ça veut dire que par défaut, il n'est pas explicitement détruit. Le processus s'est arrêté, mais les modifications qui ont été faites à l'intérieur du système de fichiers et les logs sont conservés tant qu'on ne les détruit pas explicitement. On va voir comment aller regarder ces infos. Par contre, ici, il y a un truc très intéressant, c'est que si vous êtes sûr qu'à la fin de l'exécution de processus, vous ne voulez rien garder, vous pouvez utiliser -rm. Ça veut dire que le processus va démarrer, le conteneur va démarrer, le processus à l'intérieur va démarrer. Quand le processus s'arrête, le conteneur est détruit. Vous ne pouvez récupérer ni log, ni modification du système de fichier. Donc il faut être sûr de son coup. Donc nos processus, ils sont exited. Ils sont arrêtés. Mais le conteneur n'est pas détruit. Vous pouvez voir qu'ils sont ici, encore une fois, disponibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise le numéro ou le nom pour le détruire. Là, j'insiste, quand on détruit le conteneur, on a vraiment tout perdu. Pourquoi ça existe comme ça? C'est qu'il peut très bien avoir des conteneurs qu'on lance et puis qui s'arrêtent et on se dit mais pourquoi il s'est arrêté? Il n'aurait pas dû s'arrêter. Et à ce moment-là, on va aller voir les logs, les fichiers, etc. pour aller voir à l'intérieur et dire ok, quel était le problème? C'est pour ça qu'on a ce mécanisme. Un processus arrêté n'est pas égal au conteneur arrêté. Il me reste 3 slides, parfait. Ok. Ici, on peut y passer aussi des variables d'environnement.
Donc, ce qui serait bien, c'est quand l'exécutable, le programme lancé à l'intérieur du conteneur est lancé, ben on lui ait pu lui passer des variables d'environnement. C'est les mécanismes classiques du shell. Donc par exemple ici, on a lancé une image sans aucun paramètre. Là ici, on peut lancer cette commande pour être sûr d'exécuter bin bash en lui demandant, quand exécute ce shell, exécute cette commande à l'intérieur. Et ici, on a donc les paramètres -e. Donc on a une liste ici de tous les paramètres, de toutes les variables par défaut, on l'a vu dans un précédent TP. Et si on lui passe ici 2 variables d'environnement, elles seront présentes à l'intérieur du bin bash. Donc par exemple, on pourrait passer au programme un conteneur, un nom d'hôte, de manière à chaque fois au démarrage. Et enfin, une fois qu'un conteneur est démarré, on peut démarrer un deuxième processus à l'intérieur. Donc pour ça, par exemple, là je démarre un conteneur qui est basé sur l'image Ubuntu en arrière-tâche avec -d avec la commande sleep 3600. Ça veut dire endors-toi une heure. Et ensuite, je peux demander, donc le conteneur est mis en arrière-tâche, et là je démarre un deuxième processus à l'intérieur de ce conteneur pour afficher la date. Et là je fais la même chose, sauf que j'utilise -it pour dire attention, je vais ouvrir un shell, donne-moi le TTY et démarre-moi binsh. Donc actuellement, si j'aurais fait ici un PS, qui est la méthode pour lister les processus, j'aurais vu ce processus en train de tourner. On a donc eu bien 2 programmes qui s'exécutent à l'intérieur du même conteneur. Dans ce second TP, dans ce 4e TP, pardon, moi ce que je vous propose, c'est de travailler sur, on a travaillé sur les images Ubuntu, etc. Moi je vous propose de travailler sur l'image MySQL. Donc je vous demande de démarrer cette image. Par défaut, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que l'image MySQL attend un certain nombre de variables d'environnement pour définir les secrets de la base de données. Donc, je vous laisse regarder la documentation. C'est pour un peu vous pousser à regarder la documentation de MySQL qui est sur le hub Docker. Et à ce moment-là, vous pourrez démarrer un deuxième processus pour exécuter cette commande, ce qui vous permettra de donc, à la fin, vous démarrer l'image MySQL avec certains paramètres pour être sûr qu'elle démarre bien, et ensuite vous démarrez un second processus qui va appeler un client MySQL pour aller regarder les informations dans la base de données qui a été créée au démarrage.